Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de créer des liens, de la responsabilité de partager une histoire qu'on nous confie, d'esthétisme, de l'importance des séries photos par rapport aux images individuelles, de laisser aller et d'errance, de travailler pour la presse, de faire voyager la parole des gens, d'objectivité, d'engagement personnel, d'aller de l'avant, mais surtout, on va parler de la nécessité d'être rentable pour pouvoir tenir ses engagements. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Renaud Philippe. Et bonjour Renaud. Bonjour Julien. Enchanté, bienvenue dans l'œil du photographe. Je suis Merci, content ça fait de plaisir. te voir enfin. Ça fait un petit moment qu'on essaie de se caler. J'ai eu pas mal d'empêchements de mon côté qui ont ralenti l'épisode, mais on est enfin arrivé à se parler, même à distance. Tu es au Québec. Exact. Tu es basé loin. Et merci Ça dépend d'où on se réfère, mais c'est moi qui suis loin pour toi, effectivement. La première question de l'épisode, c'est l'elevator pitch. Donc, tu rentres dans un ascenseur avec Steve Jobs, tu as 3-4 étages pour lui expliquer qui tu es. Qu'est-ce que tu lui dis? Écoute, c'est sûr que ça commencerait par dire que je suis photographe. Puis ça fait quoi, une quinzaine d'années. Depuis le début, j'ai toujours eu comme principal sujet des histoires de gens qui vivent dans des situations données dont qu'ils n'ont pas choisi, donc des victimes de l'actualité, des victimes de conflits, catastrophes naturelles et autres. Je travaille, oui, un peu sur l'actualité, mais souvent de façon décalée, pas être forcément dans la nouvelle chaude, mais essayer d'avoir un certain recul pour que la série photographique soit davantage basée sur un désir de lier des liens avec les gens, essayer de comprendre plutôt qu'essayer de montrer une situation précise. Alors voilà, je sais pas à quel étage on est rendu, mais je suis on est un peu tous drogués par ce métier là. C'est un métier magnifique et voilà. Je pense que c'est ce que je dirais à Steve Jobs. J'attendrai de voir ce qu'il répète pour comment il me relance. Il a compris. Il va essayer de te vendre un Mac, je pense. C'est déjà fait, ouais. Si je reformule ce que tu viens de dire, en fait, tu es plutôt dans le suivi de l'actualité que dans l'actualité chaude elle-même. Oui, c'est sûr que l'actualité chaude m'intéresse. Par contre, j'ai l'occasion de le faire, à l'occasion pour certains journaux d'aller couvrir des situations X comme l'explosion au Liban par exemple. Puis ça me laisse toujours avec un goût un peu amer parce que j'ai l'impression qu'on trafique la réalité en montrant juste une brève partie de cette réalité. Donc je pense qu'on aura l'occasion certainement d'en discuter, mais je reste indépendant dans mon travail. Puis c'est toujours avec l'idée de, quand je travaille sur un sujet, j'y retourne, je prends du recul, je développe les liens, puis la photographie que je fais est basée sur ces liens développés. D'accord, oui, par exemple, un sujet où tu es envoyé en news, t'as passé combien de temps, par exemple, au Liban? Liban, c'était 7 jours. D'accord. 7 jours, faut dire que c'est un pays dans lequel j'avais jamais mis les pieds. Voilà, pour raconter, il faut connaître. Évidemment, j'avais certaines connaissances, mais pas de terrain. Et le travail est pas inintéressant. Ça montre un moment du Liban, ça montre, on comprend l'événement, on comprend la souffrance qui en sort, qui en dégage. Puis par contre, le fait d'être présent un temps si court, on va naturellement vers quand il y a des manifestations, on y va, alors que ça fait un an qu'il y a des manifestations et tout, mais l'histoire est beaucoup plus large que ça. Donc je trouve que la presse va tellement vite qu'on est amené à travailler sur des enjeux qui demandent qu'on creuse, mais on reste un peu en surface. Et on trafique la réalité, tu sais, en étant une semaine au Liban, on va aller montrer ces manifestations qui font partie, les débordements qui font partie de l'histoire, mais c'est quand même assez minime. Tu sais, il y a beaucoup d'autres choses à raconter. Voilà. Qu'il y aurait beaucoup plus de choses que tu pourrais voir si tu étais présent plus longtemps et si tu avais plus de recul, peut-être
Exactement. par rapport à l'histoire. Puis bon, le Liban, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais bon, ce qui me branche, c'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps, essayer de trouver les moyens comme indépendant pour réussir à aller au plus loin dans les sujets. Raconter en profondeur. On va y revenir dans la suite de l'épisode. J'ai juste une petite question dans l'introduction encore. Comment est-ce que tu connais Olivier Laban-Mattei, qui est la personne qui t'a recommandé pour cet enregistrement? J'ai un petit blanc de mémoire. Olivier, je l'adore là, comme humain, comme photographe. Mais j'ai un petit blanc de mémoire sur le moment où on s'est rencontrés pour la première fois. Ah oui. Enfin, on avait organisé, j'avais un collectif à l'époque là, qui n'existe plus, puis on avait organisé une série d'expositions à Québec. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là, puis on parle de quoi, il y a une 12 ans, 10 ans, 13 ans à peu près. Et voilà, après ça, on a eu l'occasion de se revoir, il me semble, à Perpignan, peut-être une fois. Puis Olivier est venu au Québec là, un certain temps, puis je l'avais hébergé. Voilà, donc même dans son livre là, qu'il a fait avec son fils en Mongolie, une petite dédicace à ma fille à la fin du livre. Donc non, c'est un photographe extraordinaire, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puis voilà. Ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. Si on parle de ta philosophie de la photo, est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférés, des gens qui t'inspirent plus que d'autres? Il y en a, puis je pense que c'est peut-être un peu trivial là, ce que je veux dire. Par contre, quand j'ai commencé la photo assez jeune, là, je suis parti à un séminaire donné par l'agence Seven à New York. Et je commençais vraiment, j'avais aucune idée, je connaissais pas cet univers et tout. J'avais des amis qui partaient là-bas, donc l'agence Seven, qui est bon, un peu un pilier dans les agences plus récentes là, en photojournalisme. Et j'ai rencontré James Natchway et ça a été un peu une révélation. Bon, c'est quand je dis que c'est trivial, c'est bon, on comprend pourquoi. C'est quand même énorme parce que James Natchway, il faut quand même savoir que c'est, il y a plein de monde qui a été influencé par son film. Ouais. Toi, tu as rencontré le vrai, quoi. Tu l'as eu en face de toi. J'avais pas vu le film avant. Je suis arrivé, j'avais pratiquement, puis comme je dis, je commençais vraiment. J'étais en train de découvrir, peut-être ce métier existe. Est-ce que c'est un métier? Comment on fait? Comment ça se passe? Bon. Et ouais, en fait, c'est même pas. Mon anglais était plutôt rudimentaire à l'époque, et donc j'ai pas réussi à capter l'ensemble de ses propos. Par contre, la façon dont il s'exprimait, le calme, l'humanisme, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché puis je pense qu'aujourd'hui encore, c'est un des photographes qui m'inspire le plus. Oui, pour ses photos, bien entendu, mais on en reparlera aussi de c'est quoi une belle photo, puis mais bon. Mais surtout parce que c'est un dévouement total au sujet. Total. C'est le dévouement d'une vie à raconter des histoires assez méconnues ou bon connues, mais d'une façon très sensible. Donc j'ai l'impression que Natchway, ça fait partie de ces photographes qui n'ont pas travaillé sur plein d'histoires, mais sur une grande histoire qui est un regard de la nature humaine dans un contexte précis là, de la souffrance et de l'injustice. C'est incroyable de tomber presque par hasard sur ce mec-là pour démarrer, quoi. Ouais, c'était un bon début. C'est un bon point de départ. Oui, puis après, évidemment, je me suis intéressé plus en profondeur à son travail. J'ai vu le film et tout. Puis bon, mais plus localement, là, j'ai envie de parler d'un photographe, Benoît Aquin, qui est un photographe extraordinaire aussi, qui a une magnifique carrière, qui tranquillement, bon, assez proche de la news, du documentaire aussi, puis qui Benoît a été un peu un mentor. Lui aussi, j'allais prendre à Baie-Saint-Paul, qui est un petit bled là, à 1h30 de Québec. J'allais manger avec une amie et en arrière de moi, il y avait un type qui avait un 5D avec une 35 mm. Il parlait de photos, il parlait d'Haïti. Je revenais tout juste d'Haïti. Ah ouais, ben voilà, c'est ça. Olivier, c'est à Haïti que je l'ai rencontré. D'accord, j'aurais parié dessus parce que j'avais vu que vous étiez sur le même reportage, justement. Ben oui, voilà. Désolé, Olivier, si t'écoutes, là, ma mémoire, parfois. Ben oui, on s'est rencontrés à Port-au-Prince après le séisme de 2010. Donc
Donc oui, voilà, j'entends Benoît Aquin, il racontait en fait un peu son expérience à Haïti et tout. Donc je suis allé voir parce qu'il était en arrière de moi, j'entendais, je dis excusez-moi, est-ce que seriez-vous par hasard Benoît Aquin? Il dit oui et voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc c'est un peu deux hasards, deux rencontres. Et Benoît, c'est un photographe qui et comment dire, c'est un artiste, il avait un regard beaucoup plus artistique sur le monde. C'est un type assez éclaté dans sa vision du monde, assez éclaté et magnifique à la fois, là. Donc, Benoît, il m'a ouvert sur un autre pan de la photographie qui est un peu plus proche de l'expression de soi, d'essayer d'avoir un discours unique, d'essayer d'utiliser la photographie non pas simplement comme un médium d'information, mais vraiment comme un langage. Et je pense que c'est deux bons exemples, Natchway et Benoît Aquin, parce que je me retrouve à être tout le temps un petit peu entre les deux. Sans vouloir faire une photographie juste news, mais sans vouloir non plus faire une photographie qui va se retrouver sur un mur en galerie, qui a toute sa place, mais j'essaie de... T'essaies de trouver ta place entre ces deux-là. Oui, exactement. Ça vient avec beaucoup de réflexion tout le temps. Ni une copie de l'un, ni une copie de l'autre, toi. Ah non, faut jamais être une copie. Bon, je pense qu'en début de carrière, on se laisse beaucoup influencer pour tranquillement trouver sa façon de faire ou se laisser aller pour avoir plus de liberté, pour essayer de copier le travail d'un autre, là. Ça fait partie de l'apprentissage. Je rajouterai juste une petite chose parce que depuis tout à l'heure, je me dis mince, quand même, tomber sur Natchway, quel coup de chance. Mais en fait, tu as quand même fait le geste d'y aller de la même manière que tu as été parlé. Ouais, puis c'était pas que Natchway, il y avait Ron Aviv qui était là, Gary Knight, donc c'était vraiment l'ensemble de l'agence, la jeune agence. À l'époque, c'était quoi? C'est une agence qui avait 2-3 ans, je sais plus. Mais c'était la jeune agence Seven, là. Donc il y avait... Et moi, j'y allais un peu comme... je dis, j'ai des amis qui m'ont dit « Hey, suivant un cours de photo, ils avaient entendu parler de ça. Hey, on va à New York. Ah, OK, cool. Allons à New York. On va rencontrer Seven. OK. » Mais il fallait quand même faire le geste d'y aller. C'est ça qui est important. C'est que... Ah, ben ça, toujours, ouais. C'est le geste d'y aller, ouais. La chance ne te tombe jamais dessus quand tu es assis devant ta télé sur ton canapé. Ça, c'est quand même assez important. Il n'y a personne qui va te demander d'y aller non plus si tu n'y as pas été par toi-même déjà. Exactement. La seconde question de ta philosophie photo, c'est qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi la chose qui fait que tu appuies sur les déclencheurs de ton appareil? Je pense que c'est quand je me sens bien, en confiance, partagé avec les gens avec qui je suis. Parce que chaque contexte est différent aussi, c'est dur à dire, mais je pense que faut que je me sente bien, faut que je me sente accepté aussi si je suis avec des gens, parce que jamais je vais déclencher si il n'y a pas déjà eu un contact, il n'y a pas déjà eu une relation qui se bâtit, que les gens avec qui je travaille n'ont pas... il faut qu'ils aient conscience, il faut qu'ils comprennent la raison de ma présence, la raison du fait que je prenne des photos. Et je pense que si tout ça est là, après, il faut que ce soit quelque chose de naturel, en fait. Faut pas que ce soit forcé. Se forcer à faire une photo pour faire une photo, non, je vais attendre. Puis ça peut amener des frustrations aussi, parce que si je suis pas dans l'état d'esprit qui le permette, s'il y a pas la relation n'est pas bâtie pour que je puisse me sentir à l'aise, je la ferai pas. Parfois, bon, ça peut amener des frustrations, mais je pense que j'ai plus de frustrations personnelles à déclencher, à me sentir comme un peu trop imposant. Donc, à forcer un peu la photo, en fait. Ouais. En même temps aussi, j'essaie depuis quelques années, à travers certains projets qui vont peut-être plus dans la démarche de Benoît Aquin, j'essaie de me sentir plus libre puis de déclencher sans nécessairement avoir une histoire en face de moi, tu sais, mais essayer de mettre un peu de moi dans mon travail, tu sais, un côté un peu plus artistique que documentaire. Artistique, ouais, essayer, mais toujours dans des contextes où il y a une volonté d'informer ou de partager des histoires. Comme on parlait un peu de tes sujets, comment est-ce que tu choisis tes sujets? Comment est-ce que tu décides de ce que tu vas traiter? C'est vraiment c'est toujours au feeling. Quand je veux dire, un des sujets sur lesquels j'ai pu travailler dans les 2 dernières années, c'est les Rohingyas. Quand il y a eu le génocide au Myanmar, j'avais pas d'autre choix que d'aller au Bangladesh pour aller voir et témoigner de cette situation, de ce flux de réfugiés, ces 700 000 réfugiés qui sont arrivés en quelques semaines. Voilà, c'était évident que j'y allais. Quand au Népal, il y a eu le tremblement de terre en 2015, je partais travailler au Japon. J'ai été jusqu'à Paris, j'ai repris un billet d'avion pour aller au Népal. Je pouvais pas ne pas être là. J'aurais pas pu être au Japon en pensant au Népal. Mais c'est sûr que, bon,
Népal, Inde, Bangladesh, c'est des pays où je me sens bien, des pays que j'adore. Il y a des Afrique de l'Est aussi, tu sais, quand au Soudan du Sud, il y a eu l'ONU a déclaré une famine là, qu'on était sur le point de non-retour d'une famine importante en 2017. Là aussi, voilà, le sujet s'est mis dans ma tête, Soudan du Sud, puis bon, après ça, on trouve les moyens d'y aller puis de faire en sorte de pouvoir suivre son désir. Après ça, je l'ai dit plus tôt, je m'intéresse aux conséquences de conflits, conséquences de catastrophes naturelles sur les populations civiles, qui souvent sont victimes, non pas pour quelques jours, quelques mois, mais pour des générations. Tu sais, je travaillais avec les réfugiés bhoutanais au Népal, qui étaient depuis 30 ans dans des camps de réfugiés quand j'ai commencé à m'intéresser à leur histoire. Et jamais un retour au Bhoutan était imaginable et jamais le Népal n'allait les accepter. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez instinctif. Quand je me sens touché par une histoire, je mets l'énergie pour pouvoir y aller, pouvoir travailler là-dessus. Quand tu parles de mettre de l'énergie, du coup, tu pars avec un magazine, avec une mission, ou tu peux partir avec un billet d'avion sans savoir exactement ce que ça va donner, où ça va être publié? Non, c'est plutôt la deuxième option. C'est sûr qu'au début, je suis beaucoup parti. Bon, à l'époque où j'avais pas encore d'enfants, je partais 3 mois, un peu bohème. Aujourd'hui, il faut que ce soit fait dans un cadre un peu plus professionnel. Donc, mais non, j'ai la chance d'avoir déjà un quotidien, un magnifique quotidien qui s'appelle Le Devoir, qui me soutient énormément depuis des années. Donc, je sais que la porte est assez grande ouverte là. Quand je pars, c'est pas tellement compliqué de les convaincre. Mais sinon, après, j'attends pas. Mon premier réflexe, c'est pas de faire d'envoyer des courriels ou de faire le téléphone pour avoir une garantie de publication. Non, c'est de réfléchir à comment je vais travailler sur le sujet, de réfléchir à comment je vais financer le sujet. Ça aussi, on en parlera. Mais voilà. Bon, après ça, par contre, il y a une responsabilité. Si on fait pas ça pour son propre plaisir de travailler sur une histoire, faut que ce soit publié. C'est quand on est, comment dire, quand quelqu'un nous ouvre sa porte, une porte de sa maison, de son cœur, de son intimité, on lui fait une promesse en photographiant cette personne, une promesse que on va partager cette histoire, parce que les gens ont conscience de l'injustice qu'ils vivent, ont conscience que voilà. Donc oui, cette responsabilité est super importante. Une fois qu'on a fait le sujet, faut absolument le publier. Mais c'est pas mon premier réflexe. Mon premier réflexe, c'est d'aller vers le sujet. Mais tu sais quand même à peu près de quelle manière tu vas pouvoir le commercialiser, de quelle manière tu vas pouvoir le faire publier après, quoi. T'as une idée? Ben, pas toujours. Tu vois, il y a toujours, parce que souvent ça commence avec de la nouvelle. Hein? On s'intéresse, écoute, on parlait d'Haïti tout à l'heure, on s'intéresse à Haïti dans les jours qui suivent le séisme. J'ai rarement eu autant de publications que la première fois que je suis allé à Port-au-Prince. Par contre, je suis retourné 8 mois plus tard et voilà, c'était plus de la nouvelle. On en parlait presque plus. Et là, c'était hyper compliqué. Mais là, je vais pas m'empêcher d'y retourner, sachant que je vais peut-être pas le vendre. Mais je vais trouver une façon de le vendre puis de faire en sorte que ce travail serve à quelque chose. Sauf que parfois, c'est pas évident. Tu t'engages à raconter leur histoire, donc tu feras tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Oui, et je sais pas si je vais y aller là, je vais y retourner dans un an, je vais y retourner tu sais, puis là, ça devient une histoire qui est beaucoup plus, qui est vraiment sur le long terme. Mais tu sais que tu y retourneras un jour. Haïti, peut-être. Là, j'ai vraiment mis l'emphase sur le tremblement de terre et l'année qui a suivi les jours qu'on suit le tremblement de terre à 1 an plus tard. Mais il y a des histoires sur lesquelles je travaille depuis 5 ans et je parle du tremblement de terre, le séisme au Népal. Ça, j'ai commencé à travailler dans un tout petit village qui est à l'épicentre du séisme et j'y retourne chaque année depuis. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va arrêter, là. Mais ça va devoir arrêter un jour, ça va devoir prendre une forme pour que l'histoire soit partagée. Une histoire qui dépasse le tremblement de terre, c'est une histoire sur la résilience, une histoire sur une communauté magnifique là où sans aide aucune de quelconque gouvernement, on tout reconstruit. Vraiment, c'est fascinant. Là. D'accord. Mais en plus, c'est une belle histoire parce que c'est une histoire qui évolue dans le bon sens, en fait. T'as pas que des choses difficiles à raconter.
Non, là, il y a le drame, hein, le traumatisme du drame qui existe, qui était très fort au début, la première année, la deuxième année quand j'y étais pour un an après le séisme, on sentait ce drame, mais il y a tellement de beau, puis c'est toujours ce que j'essaie de montrer, malgré le drame, l'humain, il y a toujours de la beauté à montrer. Alors justement, c'était une des questions que j'allais te poser. Tu couvres souvent des situations qui sont très difficiles et qui sont parfois terribles, et tu fais des très belles images. Et comment on trouve de belles images dans des moments difficiles, dans des moments qui sont pas beaux en fait. Les images, elles sont belles, mais les moments, ils sont pas forcément beaux. Comment tu trouves des belles images là-dedans? Ben déjà, qu'est-ce que c'est qu'une belle image? Esthétiquement, je parle. Enfin, c'est joli, ça attire le regard, c'est harmonieux, mais on voit que la situation, elle est horrible, mais l'image, elle est magnifique. Ouais. Ben, je pense à une image là, qui va dans ce sens-là un petit peu, des jeunes enfants qui jouent au football sous la pluie de mousson dans un camp ou des coulées de boue au Bangladesh, dans les camps Rohingyas. Mais cette image, comment dire, c'est parce qu'après 24 heures, on voit plus, moi je vois plus juste le drame, je vois plus juste l'état des conditions de vie horribles. Oui, tu vois la vie en fait. Mais à travers ça, comment dire, on rencontre des familles qui nous invitent, il y a des échanges magnifiques, il y a des enfants qui jouent. Ben voilà, faut montrer ça parce que c'est ça la vraie vie, tu sais. Ça fait partie de l'histoire, c'est pas juste le flux de réfugiés qui traversent la frontière dans des conditions misérables, puis après, ben voilà, on arrête d'en parler, non? Tu sais, il y a des choses magnifiques et je pense qu'on est davantage touché parce que c'est toujours un peu l'objectif derrière l'idée de faire de la photographie dans ces contextes-là, c'est de susciter une réaction empathique. Ben, je pense que c'est en étant honnête. L'honnêteté, c'est de montrer les choses telles qu'elles sont et de la beauté, il y en a partout. Après ça, pour une image esthétique, je pense qu'en tant que photographe, c'est pas une question que je me pose. Je me pose pas la question comment je vais rendre cette image belle. Non, on fait des images qu'on veut belles parce qu'on fait des images parce qu'on est photographe. Hein, voilà, on fait des images qui doivent être belles parce que c'est des images qui touchent, c'est des images qui font que l'œil s'arrête dessus. Et mais on est dans oui, elles sont esthétiques, mais pas esthétisantes. Il n'y a pas une volonté qu'elles deviennent, comment dire, plus esthétiques que le réel peut l'être. D'accord, oui, il faut qu'elle marque, mais pour attirer l'attention sur le sujet justement. Voilà. Puis après, il y a un travail de sélection, puis d'édition, mais comment dire, jamais je me dis comment je vais faire une belle image. C'est pour ça que je posais la question, c'est quoi une belle image? Parce que il y en a tellement que ça veut plus rien dire, c'est des belles images. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est pas l'image, c'est la série d'images. C'est de faire en sorte que la personne qui est pas présente sur les lieux puisse non seulement apprendre sur le contexte, mais aussi se sentir présente, sentir qu'il marche un peu dans dans l'environnement sur lequel je travaille. Et je disais qu'il faut susciter l'empathie, mais c'est comme ça qu'on suscite l'empathie. C'est pas en regardant des colonnes de chiffres et de statistiques, voilà. Oui, c'est en montrant les gens tels qu'ils sont. Ouais. Alors justement, on retrouve un peu. J'aime pas parler de street photographie depuis que j'ai discuté avec Valérie Jardin, qui est connue pour sa photographie de rue, mais se définit comme photographe documentaire. On retrouve pas mal de codes de street photographie dans ton travail, je vais quand même utiliser le terme, mais effectivement la street photographie est une photographie documentaire quelque part. Donc est-ce que tu as récupéré intentionnellement ces codes-là ou est-ce que finalement c'est spontané et inné au domaine? Je pense que c'est spontané. Je suis vraiment autodidacte. J'ai étudié en génie. Alors, j'ai arrêté parce que rapidement, j'ai vu qu'il manquait quelque chose d'important, tout le côté humain. Mais la photo est venue comme ça. Puis j'ai encore aujourd'hui, plus évidemment qu'avant, mais pas une énorme connaissance des courants, des formes, voilà. Je comprends l'idée de photographie de rue dans le sens où, par exemple, les Rohingyas dans les camps, quand je suis arrivé dans les camps. J'ai pas fait plein de contacts avec des ONG et tout, je suis allé et les choses se placent, les choses arrivent. En 10 minutes, arrivé dans les camps, j'étais complètement perdu, là, c'est gigantesque. Ouais. Il y a un jeune Rohingya qui est venu me voir, il me dit « Translator ?»
Voilà, il voulait traduire, ben oui, ça y est, tu sais, on est devenus amis. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans les camps, on est allé à la rencontre, on a erré, puis là, il y a des scènes tu sais, il y a après ça, on a rencontré des familles. Puis bon, je pense que la photographie de rue, c'est un laisser-aller à la recherche peut-être de certains éléments, des iconèmes, là, des éléments qui vont raconter l'histoire de façon visuelle. Ben en ce sens-là, oui, mais je m'identifie pas à un courant ou plus qu'un autre. Là, ouais. Ça fait plus partie de ton storytelling et de la façon dont tu vas raconter l'histoire finalement. Ouais, mais j'aime beaucoup l'idée d'errance et de laisser les choses se produire. Là encore, je le disais, je gravite un peu dans le monde, beaucoup dans le monde du journalisme, mais ce que j'aime pas quand on travaille pour un média, par exemple, c'est important aussi, c'est un travail important, mais ce que j'aime moins, c'est que on arrive à la recherche de quelque chose. On veut montrer cela. On arrive avec une idée déjà un peu faite sur la nouvelle, alors que dans des projets qui sont plus au long cours, c'est magnifique d'arriver sans savoir, puis de se laisser aller, d'être vraiment d'errer. Puis il y a un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans à Bangkok, un projet qui au début j'ai été invité pour une résidence d'artiste avec un musée à Bangkok et j'avais très peu de temps pour produire. Mais bon, je me suis intéressé au fait que la ville s'enfonce, la ville de Bangkok s'enfonce à un rythme assez alarmant. En même temps, en parallèle, il y a une montée des eaux qui fait que selon l'ONU, d'ici 2030, c'est le tiers de la ville qui va être sous les eaux à l'année ou une bonne partie de l'année. Et bon, comment documenter ça? Puis bon, je suis allé, j'ai travaillé sur la question. Je suis revenu et ce qui m'est resté très fort, c'est la notion d'impermanence, de voir tout ce béton, toute cette ville qui est présente, qui existe depuis des années et des années, qui en fait n'est que, elle existe juste dans notre référentiel de temps, mais elle n'est pas là pour toujours. Donc, ce terme impermanence est devenu la réflexion autour de la photographie. Donc, à la place d'aller avec une démarche de dire, il faut que j'aille dans tel quartier, rencontrer tel militant, blablabla, environnemental, je suis allé dans les quartiers qui sont touchés par les problématiques. Je suis allé autour du Golfe pour là où les villages reculent à cause de la montée des eaux. Et voilà, j'ai juste erré à faire une photographie beaucoup plus libre. J'ai beaucoup aimé l'expérience là, de pas être dans une démarche très cartésienne, là, mais d'être dans une démarche, oui, influencée par des données documentaires, tel quartier, tel, enfin, mais avec une grande liberté derrière. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu cette démarche. Disons que ce travail était vraiment un exercice là, à sortir un peu d'une zone de confort, puis j'ai retrouvé un peu un plaisir à photographier, faire une photographie plus instinctive, parce que photographier peut devenir quelque chose de lourd quand on est dans une démarche de OK, on veut tellement. Mais le laisser aller, puis retrouver un peu cette essence de quand on fait de la photo plus jeune, tu sais, de sortir pour sortir et faire des photos pour le plaisir de faire des photos sans but. Puis d'avoir cette liberté de dire OK, j'embarque, je monte dans tel autobus, on verra où il va me laisser. Après, OK, je tourne à droite, mais parce qu'on est tout le temps en train de se poser des questions parce que c'est un monde où il n'y a rien de sûr, puis on est un peu seul à avancer là-dedans, mais parfois tourner à droite ou à gauche devient un dilemme existentiel, là. Mais non, tu sais, accepter d'aller à droite, c'est un exemple, mais voilà, juste accepter et sachant qu'il y a toujours quelque chose qui va se produire, toujours. Mais c'est une exploration plus qu'un travail en fait, du coup, ce que tu as fait là. Ouais. C'est une exploration, du médium photographique. Puis c'est une exploration très très intime, très personnelle aussi là, de mon lien avec la photographie. Puis c'est une exploration sur comment raconter une histoire, mais de façon vraiment personnelle. Voilà. Bangkok, je crois que ça a fait un livre. Hein. Oui, ça fait un livre en permanence. Là encore, c'était la façon à mon avis, de le publier. Fallait que l'ensemble des images puissent vivre comme un tout. C'était pas un sujet qui pouvait être pour que le sujet pour qu'on puisse lire l'âme un peu que j'essayais de donner au sujet, il pouvait pas se retrouver dans un journal et disparaître le lendemain au profit d'autres nouvelles. Il fallait que ce soit un objet qui reste, dans lequel on peut plonger, puis duquel on peut s'imprégner. Donc c'est ce que tu disais, c'était ton engagement de trouver un moyen de raconter cette histoire. Finalement, ça peut aussi passer par ce moyen-là,
qui est qui est une façon différente de s'exprimer, par exemple, qu'un journal. Voilà. Je voulais qu'on parle d'une image en particulier dans ton travail. Alors, pour situer un petit peu pourquoi on va parler de cette image-là, il faut savoir que quand on me donne un nom de quelqu'un que je devrais inviter dans le podcast, je vais sur son site. Et en général, je laisse le site ouvert quelque temps sur mon ordinateur. Et je reste un peu sur les images qui m'ont marqué. Et là, en fait, cette image-là, elle est restée ouverte dans mon navigateur pendant un certain temps. Donc, régulièrement, je retombe dessus. J'ai une dizaine d'onglets ouverts en permanence et puis je navigue dedans. Et cette photo, c'est la photo d'une réfugiée Rohingya qui a été brûlée au visage. Ouais. Qui est une photo qui est très belle, mais qui est très dure, qui raconte sans mots l'histoire de cette personne-là, même si l'histoire est racontée en dessous et encore plus dure que ce qu'on peut imaginer en voyant la photo. La question que je voulais te poser par rapport à cette image, c'est comment est-ce qu'on approche quelqu'un dont tu sais que l'histoire est terrible et en fait tu lui dis et tu t'engages à raconter son histoire. Comment est-ce que tu lui expliques que tu vas te charger de raconter son histoire au monde entier? Comment tu lui fais accepter ça en fait? Ben, c'est un bon exemple. C'est bien d'avoir pris cette image, je pense, parce que cette dame qui s'appelle Mantas Begum, qui est une réfugiée Rohingya, qui vient du village de Tulatuli, un des villages où il y a eu les pires massacres là, documentés du génocide au Myanmar. En fait, j'ai jamais été vers elle. Elle est venue vers moi. Et c'est un peu ce qu'on cherche à créer d'une certaine façon, de faire en sorte que d'être disponible et ça faisait plusieurs jours que je travaillais dans ce quartier spécifique du camp où elle habite, où il y a beaucoup de survivants de Tulatuli. J'étais en train de faire entrevue, discussion avec une famille qui habitait pas loin. Elle est venue, elle s'est assise avec nous et après elle a dit viens, j'aimerais ça te raconter mon histoire. Donc et souvent, tu sais, faire une photographie de gens d'autant de souffrance, ça amène en soi-même énormément de réflexion, tu sais, parce que bon, comme photographe, et c'est des questions qu'il faut avoir. Est-ce qu'on profite de la souffrance des autres? Puis après, on parlait tout à l'heure de business. Oui, il y a un business autour de ce métier, mais faut jamais mettre l'accent là-dessus parce que d'abord, c'est un geste humaniste, je pense, là, ce type de photographie. Mais bon, quand même, il peut y avoir certains malaises. J'ai appris à vivre avec ces malaises en me disant que soit si ces malaises prennent le dessus, on arrête parce que faut se sentir bien avec cette démarche et arrêter, voilà, c'est jeter l'éponge et voilà, cette histoire sera jamais racontée. Finalement, on raconte plus rien, ouais, c'est ça, ça fait partie du boulot aussi. Donc, mais cette dame-là, c'est là, tu sais, les gens qui vivent des injustices en sont conscients. Et le rôle des médias, je pense, ou de la photographie, c'est de raconter l'histoire de ces gens parce que il y a un désir de partager. Là, l'expression qu'on dit souvent des journalistes, des vautours, non. Et il peut y avoir quelque chose qui, à l'occasion, s'apparente à ça. J'en ai bien conscience, mais non, c'est pas ça. C'est une volonté réelle de laisser les gens s'exprimer, les gens qui veulent s'exprimer. Donc, d'être la courroie de transmission. C'est pas de donner la parole. Les gens ont une parole, mais c'est de l'amener à ce qu'elle voyage et voilà. Puis cette dame là, Mantas Begum, ça a été exactement ça. Puis quand j'étais là, c'était la deuxième fois que j'allais dans les camps Rohingya et là je travaillais, oui comme photographe toujours, mais aussi comme directeur photo pour un long métrage documentaire qui est sorti récemment. Et donc cette interview s'est faite dans le cadre de ce film. C'est amusant la manière en fait dont ça se présente parce que je reviens sur ce que tu disais au début quand tu rencontres tes photographes qui t'inspirent. Finalement, est-ce que tu n'as pas un art de te positionner sur le chemin des choses qui t'intéressent? Ok, répète la chose. Un art de me positionner sur le chemin des choses qui m'intéressent. Est-ce que tu n'as pas un art finalement d'attirer à toi les choses qui peuvent t'intéresser plutôt que d'aller les chercher, c'est-à-dire que quelque part, tu arrives à te placer au bon endroit pour qu'elles arrivent vers toi. J'ai cette impression en t'écoutant. Ouais, tout repose sur le lien qu'on crée avec les gens. Il faut que ce soit un lien sincère. Je pense que quand ça fait, j'ai passé des semaines dans les camps. Là, c'est pas des séjours de 7 jours, donc comme je parlais tout à l'heure. Non, c'est vraiment T'as vécu là-bas.
semaines et de retourner sur les lieux. Donc, inévitablement, là, le blond barbu qui se promène dans les camps Rohingyas, ben, avec son appareil photo, est toujours le même type, là, Abul Kalam, mon fixeur et ami, ou ami et fixeur. Ben, évidemment, on passe pas inaperçu. Puis, je suis pas non plus avec la masse de journalistes qui arrivent au début. Tu sais, voilà. Et le mot se passe vite. Quand ça fait des jours que je suis dans le même petit coin, les gens savent la raison de ma présence. Puis voilà. Puis après ça, non seulement ça, mais ce que j'ai fait énormément chez les Rohingyas, c'est de raconter aux gens l'importance de mon travail. Parce que, puis je le comprends, les Rohingyas, ils ont vu des journalistes et des photographes débarquer, mais ils ont pas vu leur situation changer. Et je peux pas leur dire... Évidemment, quand on fait une photo comme ça, quand je vais revenir sur une de mes premières expériences en photographie, j'étais assez jeune, là, ça fait 16 ans. En 2006, je suis allé grâce à un stage, j'étais encore étudiant et je travaillais pour un journal étudiant. Et grâce à un stage, je suis allé au Kenya travailler à Dadaab, qui était, avant les Rohingyas, le plus grand camp de réfugiés au monde, situé à la frontière somalienne. Et après quelques jours à Dadaab, il y a un type qui est venu me voir. J'avais rencontré quelques jours avant, brièvement. Il est venu me voir, il m'a donné une lettre qu'il avait pris le temps d'écrire. Et je résume, OK? C'était trivial. C'était « Bonjour, t'es Canadien, tu fais des photos, tu vas ramener ces photos au Canada. Ben voilà, bon, ça va s'améliorer. Le Canada va faire quelque chose. C'est un pays riche, il va nous sortir de là. On va avoir à manger de façon plus raisonnable. Il va se passer quelque chose. » Puis là, tu reçois ça. Comme je le répète, je travaillais pour le journal étudiant de l'Université Laval à Québec, qui doit avoir 5 lecteurs, qui sont tous membres de l'équipe de rédaction du journal. Mais bon, c'est pas un média, évidemment. Tu changes pas le monde avec ce journal-là, quoi. Mais j'ai vraiment pris ça comme une responsabilité énorme. Puis encore aujourd'hui, c'est une histoire que je raconte souvent et c'est une histoire que j'ai constamment à l'esprit quand je photographie. T'es conscient de l'espoir des gens, en fait, que les gens placent en toi, finalement. Oui, et faut aussi déconstruire cet espoir un petit peu en disant la vérité, là, ma photo va pas changer ton quotidien. C'est bon, il y a des façons de faire pour mais tu fais comprendre que c'est un travail de longue haleine, quoi. Faire des lancements, des levées de fonds, etc. Il y a des façons de faire, mais on peut pas donner l'espoir aux gens que ça va changer. Par contre, moi, ce que je me dis, s'il y a quelques personnes qui vont éduquer leurs enfants avec un regard plus humaniste, avec une meilleure, avec un ouvert au monde, ouvert aux autres, ben c'est déjà ça. Donc ouais, je pense que si tu veux changer le monde, en fait, c'est la génération d'après qui change, pas celle, voilà, pas la tienne. C'est à travers l'éducation. Ouais. C'est clair. Dans ton portfolio, il y a un sujet qui est très atypique et qui ressort très différemment de tout le reste, c'est Demolitionland. Et soudain, on se retrouve en fait dans un film noir et un sujet qui n'a pas grand-chose à voir en fait avec le reste. Qu'est-ce que c'est ce sujet ? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent, qu'il est traité différemment ? Ben, je pense que j'ai eu envie de m'amuser un peu. Ça se passe au Québec, puis bon, en Amérique du Nord, c'est un phénomène qu'on voit, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Ce qu'on appelle des derbies de démolition. Je pense que ça existe en Europe, ça existe partout. Il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Destruction Derby quand j'étais plus jeune, donc je pense que ça parlera à la plupart des gens de la génération. Donc l'idée, en fait, c'est on se rassemble, des gens se rassemblent et avec des voitures modifiées, se rentrent dedans pendant 2 jours et on fait la fête, c'est l'odeur des pneus brûlés, de l'essence, des vieilles canettes de bière qui traînent un peu partout. Et j'ai fait ça en fait juste pour le devoir. Je suis parti pour une espèce de sujet estival pour montrer un peu ce qui se passe en région au Québec. Puis et ça m'a vraiment accroché. Alors que je partais en étant déjà horripilé par l'idée du sujet, mais je trouvais ça fascinant de travailler sur ce sujet comme photographe, toujours en étant neutre, tu sais, sans juger cette activité qui tourne autour de la consommation de la voiture, de l'essence, les moteurs et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme un travail un peu plus anthropologique. Je pense que le noir et blanc, puis les images qui restent très sombres, bon, c'est ma perception, ça reste, tu sais, ma perception du phénomène, mais
Je l'ai fait vraiment détacher de cette perception juste pour essayer de... Puis bon, reste que visuellement, on se le cachera pas, c'est assez sexy, là. C'est des pneus qui brûlent, puis bon. Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans ce sujet qui a fait en sorte que j'ai pas réussi à arrêter, en fait. Je devais y aller 2 jours pour le journal. Et finalement, j'ai travaillé 2 étés. Je suis allé partout où je pouvais, où il y avait ce type d'événement. Et ça a donné un livre unique. Une nuit, j'ai sorti mon papier imprimante et j'ai créé un livre qui est assez intéressant, une maquette qui peut-être un jour va exister. Ce serait bien parce que les photos sont très très belles et c'est un sujet. Alors c'est un sujet différent. Donc moi je l'ai pris comme ça en fait. Je l'ai vu comme un sujet différent qui était traité différemment parce que il n'y a pas la même gravité, il n'y a pas la même nécessité d'être précis forcément dans le sens tu rapportes une histoire de quelqu'un. C'est l'histoire d'un groupe. Et tu peux te permettre de l'interpréter un petit peu tout en restant objectif, mais ça reste ta vision des choses. C'est moins grave si tu imprimes ta vision sur un sujet comme celui-là que sur un sujet autrement plus grave comme des camps de réfugiés ou des choses comme ça. C'est un peu comme ça que je l'ai pris parce qu'il y a un style justement. Il est assez stylisé ce reportage en fait, je trouve. Non ? Ouais, enfin. Mais je me demande en fait si c'est moins grave. C'est pas grave, c'est même... la photographie, c'est pas une chose objective du tout. C'est extrêmement subjectif. Et pourquoi tenter d'être objectif? Je pense qu'il faut pas tenter d'être objectif. Il faut tenter de rentrer dans cette subjectivité et de faire confiance à son point de vue et en fait, voilà, de l'exprimer en image. Après ça, peut-être que je garde un peu plus de retenue dans des contextes comme les camps de réfugiés ou mais souvent, quand même, je fais des sujets, j'essaie de sortir de mes sujets de prédilection, là, et de faire ce que j'appelle un peu des exercices. Je pense que la série sur la démolition, c'est un peu ça. C'est une façon de retrouver un certain plaisir léger à faire de la photographie. La série à Bangkok dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, c'est de sortir de ma zone de confort pour puis soit je travaille en noir et blanc et plus récemment en début de la COVID, j'ai repris un peu cette démarche. Je suis parti traverser le Canada. Dès le début du confinement, je suis rentré en confinement dans ma voiture et pendant 3 semaines, j'ai fait 7500 kilomètres à peu près d'aller de Québec, la ville de Québec, qui est à l'est du pays, jusqu'à Vancouver, à l'extrême ouest du pays, pour faire une photographie où j'ai pratiquement mis de côté les humains, où cette démarche qui est habituelle, où tout est basé sur la relation avec l'autre, elle n'existait plus, donc c'était vraiment la relation avec moi-même dans un voyage extrêmement anxiogène, dans un contexte de pandémie où on comprenait rien encore de ce qui se passait. Donc je pense que c'est important ces exercices d'explorer comme photographe. Je reviendrai toujours à mon travail principal avec plus humain, mais je pense qu'on grandit en affûtant un peu son regard, puis en se frottant à d'autres choses aussi, quoi, en sortant un petit peu de ses habitudes. Ouais. Justement, puisqu'on parlait de sortir de ses habitudes, tout d'un coup, sur ton site, au détour d'une page, on se retrouve face à des photos de concert. C'est vrai. Et c'est tout d'un coup, c'est très très fun et très rafraîchissant en fait. Mm-hmm. C'est quoi? C'est justement Depuis, c'est cette sortie de. Depuis 16 ans, je suis photographe officiel du Festival d'été de Québec, qui est un événement assez important là dans le monde des festivals internationaux. Et j'ai fait plusieurs années le festival de jazz aussi de la ville de Québec. Donc, quand j'ai commencé la photographie, j'ai travaillé pour plein de petits médias ici et là, beaucoup dans le monde artistique. Alors voilà, les images qu'on voit sur mon site d'art et spectacle, c'est principalement des images qui viennent du festival. Et voilà, ça fait 16 ans, donc c'est un peu chaque année, pour la première fois cette année, ça n'a pas eu lieu, mais chaque année, je me retrouve dans les coulisses d'un festival de grande envergure où c'est un peu ma maison. Il y a quand même des sacrés chanteurs sur les photos. Hein, Ah ouais, non, et on en a vu passer pas mal, là. Et là encore, j'aborde ça avec le même regard que quand je fais du reportage, où l'important c'est, oui, les images, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est le lien créé avec l'artiste pour
outrepasser les restrictions auxquelles tous les photographes doivent se soumettre, qui sont de plus en plus extrêmes avec les années, pour les outrepasser, pour essayer d'aller chercher quelque chose de plus intime, où je travaille dans ce festival à 80% avec une 35 mm. Je travaille pas avec les téléphotos, oui un peu aussi, parce qu'on a un spectacle, il faut. Et je veux vraiment faire en sorte que, là encore, quand on n'est pas au spectacle, on puisse se sentir présent à travers l'énergie dégagée par les photos. Donc, je mets beaucoup de moi dans ces... Mais bon, là encore, c'est mon bonbon de photographe. Là, une fois par année, 11 jours de concerts avec des centaines et des centaines d'artistes internationaux. Puis ça arrive, hein, les choses se font... justement avec le fait d'avoir tissé des liens vraiment intimes avec les différentes équipes du festival, puis maintenant les tour managers, les managers d'artistes qui gèrent plusieurs artistes, donc souvent on voit les mêmes visages, ben ils savent que bon, ils peuvent faire confiance, puis donc ça amène à des concerts comme Lady Gaga où on dit aucun photographe. OK, je peux pas y aller parce que là, finalement, en discutant avec le manager, OK, tu vas pouvoir faire une chanson, mais il faut que tu sois à 300 mètres avec un télé. OK. Bon, on le fait. Deuxième chanson, le manager est un peu plus dans le spectacle. OK, attends, viens, on va trouver un autre truc. Et je finis le spectacle sur scène à 35 mm en arrière de Lady Gaga. J'ai passé tout le concert. C'est des moments comme ça. Il y a des moments assez incroyables que la photo. Mais c'est marrant parce que ça reste du travail de longue haleine, en fait. C'est le fil conducteur, finalement, c'est que tu prends le temps vraiment de travailler ton sujet, de t'insérer, enfin de travailler ton sujet, même pas, de t'insérer dans le milieu dans lequel tu veux travailler. Et c'est ce qui t'ouvre en fait toutes les portes et qui fait que tu as des accès que d'autres n'auront pas, quoi. Mais je pense que c'est toujours l'engagement personnel qu'on met dans un sujet ou dans une démarche qui fait la différence. Donc, ouais. C'est très cohérent, en fait, tout mis bout à bout. Si je te demande ce que tu préfères faire comme image, alors tu sais que les très grands photographes, il reste une dizaine d'images d'eux en général à la fin de leur carrière. Quand on a de la chance, il en reste une de nous. Si toi, tu es à 80 ans, tu formes la génération suivante, qu'est-ce que tu leur sors comme image de toi ? Qu'est-ce que tu aimerais j'espère que ce qui pourrait rester de moi, c'est comme je le disais au début, c'est pas une image ou un travail quelconque, mais c'est un engagement, une dévotion au sujet. Que mon regard sur certains événements bien précis en ce moment puisse s'inscrire dans une démarche beaucoup plus grande, d'une vie complète. Et je dis j'espère, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Puis je vois pas comment je pourrais bifurquer de cette voie. On verra avec les années, mais et bon, si des images comme ces 4 enfants qui jouent au football dans la boue peuvent rester, si on peut voir que l'humain, même dans les crises, voir la beauté de l'humain, ce serait super. Par contre, c'est ça, en plus, tu sais, je pense que je reviens à ça, le contexte autour des gens ne change pas. Les gens amènent la joie, les gens amènent la vie, le contexte autour, il est là, tu sais, le contexte est, on peut pas l'accepter, inacceptable et terrible, tout ça, il est là le contexte, mais faut pas être omnibulé par ce contexte, faut aller voir la vie, les familles, les gens. La vie continue. La vie continue, ouais. Si on aborde le côté plus business de la photographie aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? C'est assez variable. Bon, Le Devoir, j'en parlais, je collabore régulièrement avec eux, localement aussi, mais je sais jamais trop quand est-ce que le téléphone va sonner, mais ça arrive quand même assez de façon régulière. Le festival d'été est un contrat qui revient année après année, qui me permet de passer quelques mois un peu tranquille. Je collabore avec le New York Times, le Globe and Mail, qui sont 2 petites sources de revenus qui viennent ici et là. Sinon, il y a toujours des trucs. Ça tombe toujours, mais t'as jamais de certitude sur d'où ça va venir. Jamais. Là, j'ai eu un super beau mandat pour un musée de Québec qui voulait refaire sa banque d'images, mais de façon un peu non traditionnelle. Tu sais, c'est plus vraiment une commande d'œuvres photographiques autour de l'idée du musée. Donc, là, j'ai pu m'amuser beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Je fais plus de mandats où j'ai plus de plaisir.
J'ai coupé il y a à peu près 3-4 ans. Je pense que il y a un moment donné où ça commence à marcher ici, de plus en plus de contrats, des coups de téléphone, et plus ça marchait, mieux je gagnais ma vie, plus la frustration augmentait, parce que moins j'avais de temps, moins j'avais de possibilités d'investir dans ce qui vraiment me fait vivre comme photographe, là, vivre intérieurement. Donc j'ai vraiment fait une coupure nette. J'ai arrêté de faire. J'avais même lancé une agence un peu locale où j'engageais des photographes. Bon, et non, j'ai coupé tout ça et j'ai fait un deuxième saut. Le premier saut, ça avait été de dire, OK, je suis photographe, je travaille sur du documentaire. Le deuxième, ça a été de dire, ben, OK, c'est ça que je fais. Je me laisse pas envahir par des mandats qui, oui, amènent du pain sur la table, mais me détournent de ce que je veux vraiment faire. Donc, intérieurement, je commençais à être frustré de faire de la photo. La photo devenait un boulot, quoi. Eh ben voilà, exactement, ouais. Ça c'est un boulot, tu sais. Ça peut pas juste être une lubie. Tu sais. Il faut que ce soit un boulot si on veut remplir la promesse qu'on fait aux gens qu'on photographie. Ne serait-ce que pour ça, il faut que ce soit un boulot. Il faut que ce soit un boulot parce qu'il faut que je puisse financer le prochain projet aussi. Tu sais. Donc il y a toute ce business autour de ce monde-là qui est pour moi assez lourd, mais est assez important. Capital aussi. Là. Faut que voilà. Donc je sais jamais les sources de revenus. J'ai beaucoup de chance, je pense, comme photographe. Déjà d'habiter dans une ville qui est pas la métropole, tu sais, où on est 60 photographes à essayer d'aller chercher le même client. Puis non, je travaille pour le devoir, mais bon, un peu ici, un peu là. J'ai toujours voulu être indépendant. J'ai toujours voulu garder cette liberté de partir un peu quand je veux, de revenir un peu comme je veux et ben je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir continuer à faire ça, mais ça vient avec énormément d'incertitude parce que je sais jamais. D'accord. Tu as précédé ma question suivante qui disait que tu as toujours été indépendant et je voulais savoir si c'était un choix ou une contrainte, justement, Ouais. et l'impact que ça avait sur ton approche du métier. Mais que je suis retombé récemment sur mon rapport de stage. Après génie, j'ai étudié en journalisme et euh, un jour j'ai associé, OK, journalisme et photographie ne peuvent être qu'une seule chose parce qu'en journalisme on parlait pratiquement pas d'image. Et à partir de ce moment-là, là, ça y est, tu sais, j'étais à fond là-dedans et j'ai fait un stage assez rapidement dans mon cursus là, un stage dans un quotidien de Québec, où pendant quelques semaines, j'ai fait le tour de chacun des photographes et je passais des journées 8 à 5 avec eux. Puis mon rapport de stage, alors que tu sais, c'était ce que je voulais faire, j'avais ce désir de voir. Mon rapport de stage, c'était, ben, je suis extrêmement heureux d'avoir fait ce stage parce que je comprends ce que je veux pas faire. De pas, tu sais, à un moment donné, je trouvais que je tournais en rond puis on survolait beaucoup de choses et le travail devient un travail essentiel, mais qui devient avec le temps un peu technique. Ouais. Et ben, le fait d'être indépendant amène énormément de liberté. Énormément de liberté qui vient avec une grande insécurité avec laquelle faut dealer. Mais cette liberté est essentielle. Tu vois, je repense à Olivier Laban-Mattei, là, qui était avec AFP ou AP, j'ai un blanc encore une fois, mais et qui a pris cette décision un jour de dire, OK, là, je veux m'investir dans une photographie qui est la mienne et qui s'est mis à faire des projets sur le long terme. Donc c'est un peu le même choix, tu sais, de pouvoir suivre ces impulsions que j'ai. Tu sais, quand je regarde l'actualité et je me dis, ah, je veux travailler là-dessus, ben Ouais. voilà. Et puis T'as pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour le faire. non, exactement, et le faire à ma façon aussi, et d'être davantage, quand je publie dans la presse quelconque, d'être davantage un éditorialiste en disant voici le sujet que je veux mettre de l'avant et voici la façon dont je veux le traiter. Donc, ouais, dans cette indépendance, je pense que ce sera pour toujours, là. Le fil conducteur. Ce serait dur aujourd'hui de me mettre à travailler avoir un patron aussi, je pense. C'est des choses que quand on n'a jamais eu, là, ce serait difficile de rentrer dans cette mode de, ouais. Alors justement, cette indépendance, ça t'oblige, j'imagine, à communiquer beaucoup ou pas? C'est quoi la place de la communication dans ton travail? De la communication
pour devenir mon... extérieur pour qui te permet également de publier parce que les Ouais. jobs, j'imagine que tu les trouves pas, enfin ça te tombe pas dessus. Il faut quand même avoir un nom, une réputation et être un peu connu dans le milieu. Et même quand tu es connu, je suis pas certain que ce soit beaucoup plus facile nécessairement, Ouais. mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de travail de ce point de vue-là pour avoir des jobs. Oui, il y en a, mais tu vois, je donne beaucoup de, j'essaie de m'impliquer beaucoup dans l'éducation aussi à la photographie, soit avec dans des écoles primaires, secondaires, cégep, c'est ce qu'on a au Québec, université aussi, puis je parle énormément avec des jeunes photographes qui se posent plein de questions sur comment on fait. Puis moi, j'ai toujours été là-dedans, tu sais, de me retrouver comment on fait perdu dans un monde qui nous dépasse un petit peu. Et puis ces photographes, quand ils me demandent comment on fait, je leur dis encore, j'ai aucune idée. Puis j'ai envie de te répondre la même chose. Oui, il y a beaucoup de communication, mais bon, on envoie des mails, des mails. On s'entend. La plupart des mails qui restent, la plupart des courriels restent sans réponse là, dans le milieu de l'édition. Enfin c'est ça, quand on va de l'avant, quand on part faire le travail, quand on regarde en avant, les choses se produisent. C'est plus important de J'ai faire le pas job que d'en parler finalement. faut avancer, en parler et continuer, jamais baisser les bras, les choses se produisent. J'ai vraiment confiance en cette façon de faire. Je l'applique aussi dans ma photographie. J'achète un billet d'avion, j'y vais, les choses se produisent. Et mais pour la publication, c'est un peu ça aussi. Bon, ça vient avec il faut prendre les devants, là, puis faut envoyer des courriels, faut harceler certaines personnes aussi, mais il n'y a pas de recette. Il n'y a aucune recette. Faut juste être constant. Juste d'être constant. Je suis extrêmement choyé d'avoir le soutien de ce journal, Le Devoir, je le répète, parce que c'est capital. Mais oui, être constant, croire en ces sujets, après être présent aussi, les festivals, etc. Puis bon, les choses se font. Mais je le répète, c'est compliqué pour moi cet aspect du travail là, il y en a qui le font mais de façon merveilleuse, puis bon. Pour moi, c'est un peu compliqué. Je suis capable de je suis capable de travailler 10 jours sans arrêt sur un sujet en donnant mon 300%. Quand j'arrive devant l'ordi, c'est ça, ça demande Ouais. ça, Un gros voilà, ça effort, demande un ouais. petit coup de pied pour, voilà. Mais il faut le faire. Faut le faire. Puis bon, je pense que l'expérience, le réseau de contacts qui grandit tranquillement permet ça. Dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps tu as mis à en arriver là? Ben, gagner bien ma vie, à mon point de vue, oui. Par contre, c'est rien de rocambolesque, là. À mon avis, oui, parce que bon, j'ai deux enfants, il me manque de rien. Je peux faire des projets, voilà. Tu Par peux leur contre, acheter le vélo qu'ils veulent. Tu pardon? peux leur acheter leur vélo quand ils en veulent un, quoi. Ben non, voilà, c'est ça. On choisit le vélo, on prend le temps, on va vers un mode de. J'ai adopté un mode de vie assez, voilà, où je n'étais pas en train de dépenser de l'argent, je suis pas tout le temps vers des choses neuves. Je fais attention, mais un mode de vie assez simple. Voilà, j'ai mes plantes, des livres et tout, mais j'investis pas. Je suis pas tout le temps en train de dépenser des sous. Voilà, donc c'est un choix qui s'est fait un peu naturellement parce que j'ai jamais eu des salaires extraordinaires, mais j'ai la chance de jamais avoir manqué de quoi que ce soit. Par contre, tu vois, le livre publié en permanence, on va s'en rentrer, je m'en fiche, mais ça m'a amené à une faillite personnelle quelques années plus tard parce que ce livre devait exister. J'ai malheureusement pas fait toutes les démarches pour trouver des bourses, trouver des fonds, trouver des éditeurs, etc. Il fallait qu'il existe, il fallait que je puisse avoir le contrôle de A à Z sur le produit, puis j'assurais moi-même la distribution. Ben, c'était financièrement du gros n'importe quoi. Mais le livre existe, voilà. On T'as passe à suivi autre ta chose. logique, tu t'es engagé à le sortir et il est sorti, mais tu aurais peut-être Voilà. pu le faire différemment en fait. Ben oui, j'ai appris de l'expérience. C'est sûr que je me relancerai pas dans la même chose demain de la même façon. C'est évident. Mais moi, j'ai envie de dire, je vis très bien. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai vu des gens qui vivaient dans de la grande pauvreté. Donc, je veux dire, pour moi, je suis plus que riche. Mais bon, si on regarde le niveau de vie nord-américain,
Pour moi, ça va. Voilà, on peut manger, les enfants, un toit, on manque de rien, je peux faire mes projets. Voilà. Par contre, je serai jamais propriétaire d'un lieu. Je veux dire, les banques me font pas confiance pour le crédit et tout. Mais bon, ça y est, on s'en fiche un peu. Mais bon, t'as un toit sur la tête et t'es heureux, donc c'est essentiel. Exact. On arrive à la conclusion de l'épisode. Il reste 3 questions. La première, c'est quel est le pire moment de ta carrière? C'est une bonne question. Mais disons que c'est des moments d'extrême remise en question. Ne sachant plus comment ça allait être possible de faire de la photographie, comment je vais être capable de diffuser ce travail-là. C'est pas un pire moment qui est tu sais, qui peut, je peux te dire, c'est arrivé en telle année. Non, c'est des petits moments qui reviennent constamment pas de désespoir jamais, mais tu sais, d'essoufflement. Ouais. Ça part toujours assez rapidement, mais ça existe. Ça existe de grands questionnements sur est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que je suis en train voilà, d'aller dans la bonne direction? Ça arrive assez fréquemment, mais je pense que ça fait partie d'une démarche artistique, ça aussi, tu sais, des grandes remises en question qui sont presque souffrance. Mais faut rebondir. Si tu prends tes sujets à cœur, en plus, c'est d'autant plus important d'arriver à se poser ces questions-là, quoi. Ouais. Je pense que voilà, mais ça peut amener vraiment à des états très, 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 très désagréables. Tu Ouais, sais. sombre. Je pense qu'il y a autant d'extase dans l'idée tu sais, de réussir à accéder à l'intime dans un milieu donné que de dépression, de se sentir coincé, de pas pouvoir continuer, de pas faire assez grand, d'aller assez loin. Voilà, disons que je pense que c'est le côté artistique un petit peu là, de ma pratique là, qui amène ça. Mais c'est des questions essentielles là, auxquelles je dois répondre. Puis je pense qu'un autre moment j'ai envie d'en parler, ça m'a vraiment marqué. C'est arrivé récemment et c'est la première fois que ça arrive. Je me suis fait prendre à partie par des photographes qui ont une démarche un peu différente, mais qui ont questionné énormément. Puis en fait, 2 personnes, ça reste assez restreint. Mais quand je suis parti travailler sur la COVID à travers le Canada en temps de pandémie, on m'a accusé écoute, on m'a dit que j'allais avoir des morts sur la conscience. On m'a accusé de justement ce côté vautour. C'est venu avec plein de désinformations à mon sujet sur la façon dont je travaillais, mais me sentir ciblé comme ça par des gens qui partagent le même métier, être tout seul dans ma voiture à traverser le Canada avec ces questions, oh là là, ces questionnements. T'as le temps d'y réfléchir en plus dans ta voiture tout seul, ça a le temps de tourner dans ta tête, quoi. J'ai le temps d'y réfléchir, puis en même temps, avoir, tu sais, parce que faire de la photo, ça peut être, c'est physiquement, psychologiquement éreintant. C'est pas seulement un plaisir, tu sais, comme on l'imagine. Non, ça peut être lourd, mais et là, ça a été dur, ce projet-là. Je pense à cause de ça, mais ils ont apporté des questions qui, au final, sont importantes, avec des conclusions qui sont différentes pour moi et pour eux. Mais me faire juger comme ça par mes pairs, ça a été quand même en plein milieu d'un travail, tu sais, alors que j'étais sur la route, ça a été un peu dur à vivre. Après, maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Je comprends que leur réaction démontrait surtout de la peur. Ça, c'est ma perception. Donc, j'ai fait la paix avec ça, mais ça reste, tu sais, l'éthique dans le travail, l'éthique est tellement importante. La façon de travailler, la façon de pas mettre en danger les gens avec qui on travaille, c'est des questions essentielles. Et avoir eu cette perception que peut-être je faisais quelque chose de mal, j'ai appelé des amis, j'avais dit, si tu considères que je fais un truc qui n'a pas lieu d'être, en même temps, au début de la pandémie, je le rappelle, tu m'appelles, je fais demi-tour. Tu sais, j'ai essayé de me donner des façons de me sortir de là si vraiment j'étais en train de faire une connerie, mais non, je pense que, voilà. Donc, l'éthique est tellement capitale quand j'ai l'impression de peut-être être en marge ou, tu sais, de pas vraiment être fidèle à cette éthique. Oui, là, Alors, par opposition, quel est le meilleur moment de ta carrière? Mais là encore, je suis pas sûr qu'il y a un moment qu'on peut...
Moi, j'ai envie de... C'est encore une fois, autant qu'il y a plein de petits moments de déprime, il y a plein de grands moments de joie extrême ou d'avoir ce lien avec des gens qui, a priori, à prime abord, tout nous sépare par la distance, la culture, le contexte, mais d'être capable d'avoir ces liens humains est tellement riche là, à l'occasion, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est plein de petits moments comme ça, mais je vais quand même donner une réponse un peu plus précise. Je pense que tout le travail fait avec les Rohingyas, c'est un beau moment. C'est un beau moment parce que cette promesse a été remplie quand même. Là. Le travail a été exposé est exposé en ce moment au Musée national des beaux-arts de Québec. Une exposition qu'on a voulu gratuite parce qu'il serait pas logique qu'un réfugié qui vit, sans énormément d'argent, qui habite à Québec, puisse pas aller voir une exposition qui traite de sa propre communauté. Donc, on l'a ouvert, c'est ouvert. Il y a eu plein de médias qui en ont parlé. Le Canada parlait pas beaucoup des Rohingyas, c'est assez loin de chez nous. Et j'ai réussi à faire que la même journée, les deux principaux quotidiens, un anglophone, un francophone, ont fait la une avec ça. On a fait un gros dossier sur la question. Ils ont fait une association pour pouvoir raconter puis présenter mon travail. Après, ça a été exposé dans la galerie du Guardian à Londres. Le Guardian en a fait un article. Et maintenant, il y a le long-métrage qui a commencé sa vie en festival. Un long-métrage qui est très personnel, très intime, qui raconte le trauma, mais en suivant une famille. Les scènes, une des plus belles scènes, je pense, c'est la grand-mère qui coiffe sa fille. Le contexte est là. On sait qu'on est dans un contexte de grande souffrance, mais on a ces scènes-là très humaines. Donc, je sais que le film, les gens qui le voient se sentent vraiment interpellés par... Donc, les Rohingyas, pour moi, c'est assez euphorisant, où je suis très heureux de déboucher parce que, oui, le sujet, je l'ai fait en profondeur et il est vu, il continue à tourner, il y a encore des gens qui continuent à voir, j'ai encore des liens magnifiques avec les gens sur place et ça amène à vouloir travailler sur d'autres sujets qui sont assez proches, mais un peu loin des contacts qui ont été faits. Donc, il y a une suite à tout ça. Tu as été au bout de ton projet, en tout cas. Tu as tenu ta parole, tu as traité ton sujet, tu l'as mis sur le devant de la scène et tu as tenu ta promesse de parler d'eux, la promesse que tu leur avais fait à eux, quoi. Ouais, puis je pense que c'est ça. Tu le dis, aller au bout de son sujet. C'est la satisfaction du devoir accompli, quelque part. Inévitablement, ouais, il faut avoir ces satisfactions si on veut continuer d'avancer aussi. Sinon, on est dans la frustration. Puis, Ah, mais c'est beau, c'est beau un projet qui arrive là où on veut qu'il arrive. Oui, vraiment. Surtout qu'avant, il y en a eu des projets des années de travail qui, au final, ça n'a pas été publié, il n'y a pas eu de livre, ou pratiquement pas été publié jamais dans son ensemble. Mais ce projet dont je parle, on fait jamais rien pour rien. Ce projet dont je parle, c'est le projet avec les réfugiés bhoutanais que j'ai brièvement évoqué plus tôt. J'ai suivi ces réfugiés des camps au Népal où j'ai fait 2 séjours assez longs, immersifs dans les camps. Et l'ONU a décidé de fermer les camps et de réinstaller les réfugiés dans 8 pays, dont le Canada, dont la ville de Québec. Donc, mes voisins sont devenus les gens avec qui je travaillais au Népal. Alors, j'ai suivi leur parcours des camps. Ça se divise en 3 chapitres. Les camps, le départ, parce que les camps sont vidés jour après jour, il y a des gens qui partent, des familles divisées qui s'en vont un peu partout dans le monde, et l'intégration au Québec. C'était 5 ans de travail, ici et là. Puis j'étais jeune encore et j'avais pas tout ce réseau qui fait en sorte que les sujets sont publiés plus facilement comme maintenant. Et je me suis vraiment, là, j'en ai souffert de jamais avoir fait autant qu'il était possible avec ça. Jusqu'au jour où j'ai appris que ce travail est utilisé maintenant pour l'ensemble des personnes au Québec, dans l'ensemble de la province, qui sont amenées à travers leur travail à travailler avec des réfugiés. Donc infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux, etc. On les plonge dans l'histoire des Bhoutanais. On les amène dans les camps, on leur fait comprendre le contexte des camps, et on les amène au Québec, on fait comprendre les difficultés d'intégration en ayant conscience du chemin qu'ils ont parcouru. Donc, on fait jamais rien pour rien. Mais ce qui est beau, c'est que l'histoire n'est jamais finie, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un projet où tu as l'impression qu'il n'a pas abouti et qui aboutira peut-être l'an prochain, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, ou Exactement. dans 15 ans. Et finalement, ton travail trouvera un sens à un moment, alors que finalement, toi, tu l'avais peut-être mis de côté en te disant, non. Et tu te rends compte par hasard que finalement, tu as fait un gros impact sur la vie de ces gens-là, alors que tu n'en étais pas forcément conscient.
Sur la vie, du moins, mais du moins sur. Je sais que les gens qui travaillent, c'est dur d'imaginer ce que peut représenter l'intégration d'un réfugié qui a vécu toute sa vie dans un camp sans eau, sans électricité, dépendant de la distribution alimentaire, sans liberté, d'arriver dans un pays où il fait en moyenne 25-30 degrés tous les jours, toute l'année, dans les basses terres du Népal, à débarquer à moins 25 en plein hiver au Québec. Disons que ça, c'est le choc, mais après, les chocs sont nombreux. Donc, c'est dur de se représenter ça. Et les gens qui sont amenés à travailler, ben, ils ont besoin d'avoir cette conscience de ce que ça peut représenter. Et si les photos peuvent amener ça, tant mieux, là. Non, mais c'est une belle histoire, en tout cas. C'est beau de se rendre compte de ça, quand même. Dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Ben, tu m'as dit que tu allais me poser cette question et tu m'as dit que c'était un besoin d'un francophone, c'est mieux. Ouais, mais j'ai envie de te proposer un Italien qui maîtrise relativement bien le français, Nicolo Filippo, qui travaille énormément sur la migration en Amérique latine. Un photographe italien qui est installé dans cette région du monde depuis quelques années. Il va certainement être en mesure de donner davantage de détails, mais c'est un type extraordinaire là, qui lui aussi se dévoue corps et âme à ces sujets, à ces histoires. Et je pense que ça devrait donner un podcast assez intéressant avec Nicolo, là. Qui lui aussi est impliqué, qui dépasse la photographie, je vais pas tout dire, mais qui est impliqué dans des démarches de workshop aussi, puis mais destiné à des réfugiés, tu sais, pour outiller à travers la photographie. Il leur donne les moyens de s'exprimer, Ouais. quelque part. Ça peut être un sujet assez intéressant. Je vais le contacter, puis on verra ce que ça donne à l'avenir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, physiquement ou Non, j'imagine. de façon numérique, ben sur Internet, bien entendu, sur mon site Internet qui, espérons-le, sera mis à jour prochainement. Donc, renaudphilippe.com. Sinon, Instagram, j'aime bien la plateforme Instagram. Ça permet de faire revivre des images, de me montrer un peu les coulisses de ce travail, de partager ses publications et autres. Donc Instagram, j'essaie autant que possible d'être assez présent à mon rythme, quand je le sens, au feeling, sans chercher à influencer les algorithmes, mais de juste créer un lieu où bon, je présente un peu ma photographie, ma vision des choses. Et ben voilà, principalement. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier de nous avoir ouvert ton œil pendant cette petite heure et quart, parce que ça a duré un peu plus longtemps prévu. Ça dépasse toujours un peu. Ça dépasse toujours un petit peu. Quand c'est intéressant, moi, te remercier. Je pense que c'est super intéressant puis je vais sans faute aller écouter les autres podcasts que tu as produits, mais donner la parole à des gens qui ont différents regards sur la photographie. C'est très important. Je pense qu'on peut tous apprendre les uns des autres sans préjudice du domaine. Et c'est un monde où on est très seul, donc je pense que l'idée d'avoir des liens, d'avoir des liens avec d'autres photographes et de se réunir et de se découvrir. Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup enrichi tous ces échanges. Je voulais rencontrer les photographes à qui je pouvais poser ce genre de questions, et pour ça, franchement, ce podcast a été vraiment exceptionnel de mon point de vue. Et j'espère que les gens qui écoutent pensent la même chose. Mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé. Ben, un grand merci à toi. Je te dis au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça nous aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dledp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.